Qu'omniprésents dans les paysages du Nord-Pas-de-Calais, les terris sont en réalité assez peu connus de certaines branches scientifiques. Faune et flore locales ont déjà été étudiées, mais qu'en est-il des sols ? C'est l'objet d'Eterne, un projet pour en étudier l'évolution dans le temps. Ces édifices sont en constante mutation, sous l'influence de facteurs naturels comme l'eau ou la pluie, ou du fait de l'intervention de l'homme. On a essayé de recréer différents types, donc boisés, végétalisés, minéraux ou alors des terrils aménagés. Et l'idée, c'est de comprendre les paramètres géomécaniques qui vont influencer la stabilité. Donc on a fait des prélèvements, on a essayé de voir effectivement d'un site à l'autre si les caractéristiques mécaniques des grains sont similaires, pour essayer de modéliser ce comportement à long terme ou moyen terme. L'objectif d'Eterne est de pouvoir établir une sorte de charte à destination des aménageurs qui ont en charge la gestion de ces sites, tout comme une charte pour les habitants et promeneurs désormais demandeurs d'informations sur ce patrimoine historique. L'idée du challenge de demain, c'est de garder les surfaces noires, entre autres, mais de pouvoir les pérenniser. C'est-à-dire comment pouvoir maintenir des pentes qui ne vont pas disparaître dans 30 ans. Donc si on doit accompagner les gens pour gravir les sommets, il faudra trouver un dispositif intelligent qui permettra de sécuriser les accès, mais aussi de ne pas remettre en péril les terrils en tant que tels. Mais on a le grès, un morceau de charbon, et le schiste. Et pour conserver ce symbole minier, l'idée est de pouvoir en garder l'aspect minéral. Une tendance à l'inverse de ce qui a été fait dans les années 90 où le boisement dominait. Il y a 20 ans de ça, on avait une population qui n'était pas forcément toujours favorable à la conservation. Aujourd'hui, c'est un basculement inverse. On a une population à 70%, même plus, qui est attachée à son terri. Parce que l'image a changé et c'est vraiment un symbole pour eux. Désormais en partie classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, les terris du Nord-Pas-de-Calais doivent pouvoir être maintenus en état, au même titre que le Taj Mahal, la Grande Barrière de Corail ou le Mont Saint-Michel. À la maison d'arrêt de Valenciennes, c'est jour d'orchestre. L'association Orcadre ainsi que des étudiants et enseignants du Master Art de Lille 3, soit une bonne vingtaine de personnes, débarquent au quartier des femmes avec violon, violoncelle, flûtes et harpes. Avec les deux tenues volontaires, l'objectif du jour est simple, monter un orchestre qu'on ait, ou non, déjà joué d'un instrument. Une opération tout en symbole. La partie recherche, elle est constante. Le principe, c'est comment, dans un espace contraint, on va recréer un espace de liberté par le médium de la musique et non pas par le médium de la parole. Répétition pour les cordes. Tenez les pieds par terre, les deux pieds par terre, c'est mieux. Tout le monde est sur un plan d'égalité dans cette situation parce que même les musiciens changent d'instrument, donc sont amenés à jouer des instruments qu'ils ne jouent pas d'habitude, donc sont dans la même situation d'initiation et ça procure des échanges, des joies, du plaisir à jouer qui est partagé. Grâce à la méthode brevetée de la chef Lysias Batella, la magie opère à chaque intervention. Le tout fait partie d'un programme de recherche intitulé « Jeux d'orchestre » et depuis son lancement en 2012, presque 500 détenus et 90 intervenants extérieurs y ont participé. L'administration pénitentiaire s'est d'abord interrogée sur cette méthode originale, puis elle a totalement validé la démarche et aujourd'hui elle accompagne la logistique du projet. Donc voilà, ils ressortent heureux, satisfaits, sereins, en réclamant parfois de nouvelles sessions. Donc voilà quoi. Et en termes de valorisation d'eux-mêmes, je pense que c'est fort aussi comme projet. C'est là-dessus que nous on est contents. D'ici la fin 2013, les maisons d'arrêt de Dunkerque et Douai et le centre pénitentiaire de Longnes bénéficieront eux aussi de jeux d'orchestre. À mi-chemin du programme Chercheurs citoyens, la question de l'après est d'ores et déjà dans les esprits. Si c'est dans le contexte que naît la théorie, alors choisir le restaurant et coopérative Baraka à Roubaix pour des chercheurs en économie sociale et solidaire était tout à fait logique. D'ailleurs, entre spécialistes, l'économie sociale et solidaire a pour petit nom ESS. À la fois familière pour certains et floue pour d'autres, l'ESS manque peut-être de lisibilité, d'où le projet Chorus ESS.
connaissance et reconnaissance de l'utilité sociale. Qu'est-ce que l'ESS apporte de plus que l'économie? On se situe dans le champ économique. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Quelle est sa carte de visite? Quelle est sa plus-value? En démontrant ce supplément d'âme à la fois dans son organisation et dans ce qu'elle fait aux citoyens et aux territoires. Et donc l'idée, c'est d'essayer de chercher avec elle des manières de faire reconnaître cette nouvelle économie, cette économie un petit peu alternative qui fait du bien aux citoyens, qui fait du bien aux territoires et qui fait du bien à la société. Or, dans un monde dominé par l'économie de marché, les mesures, les critères, les outils d'évaluation sont directement issus de celle-ci, ce qui n'est pas sans décalage pour l'économie sociale. Avec ces outils conventionnels, parfois l'économie sociale et solidaire est justement disqualifiée. C'est-à-dire qu'on ne montre pas suffisamment le bien qu'elle fait parce que le bien qu'elle fait vaut zéro dans les comptes de l'économie. Et donc il faut essayer de trouver des comptes qui puissent montrer que ça ne vaut pas zéro, ça vaut quelque chose. L'équipe de Corus a choisi parmi les nombreux secteurs d'activité très hétéroclites de l'économie sociale, 3 secteurs plus particuliers, les circuits courts alimentaires, la finance et l'habitat solidaire. Après une bonne année de recherche, premier constat, au sein des circuits courts alimentaires, l'évaluation, elle intervient à de nombreux moments. Je vais donner un exemple très concret. Lorsque est construit la composition d'un panier de biens qui sera ensuite distribué, lorsque ce panier est co-construit avec une validation des consommateurs et des producteurs et du producteur, on est déjà dans une forme d'évaluation où on essaie de dire jusqu'où on va pour augmenter le prix, qu'est-ce qui dans le prix peut contenir quelque chose de l'ordre de l'échange équitable, quelque chose de l'ordre du bio, quelque chose aussi de l'ordre un petit peu plus, j'allais dire, transcendantal, de l'ordre de la relation sociale qui se noue entre un producteur et un consommateur. Les équipes de Corus ont aussi commencé à aborder la finance solidaire. Reste à défricher le terrain du logement dans l'année qui reste dans le cadre de chercheurs citoyens. D'ores et déjà, ces chercheurs-là sont convaincus de l'utilité elle-même du programme Corus. Je considère que si on ne change pas d'échelle dans les conditions qui sont aujourd'hui celles que nous vivons, de crises multiples, on aura une responsabilité importante et peut-être que ce programme peut aider effectivement à ce que l'ESS change d'échelle. À l'origine, il y a Inès. Inès est une enfant épileptique et polyhandicapée de 9 ans. Sa pathologie la rend totalement dépendante. Elle ne sait ni n'a jamais su marcher. Mais voilà, Inès a aussi un papa. Oui, je suis un papa rêveur et un jour j'ai effectivement fait un rêve de voir ma fille marcher. Et il s'avère que j'ai pris mon rêve pour une réalité puisque j'ai ensuite fait un croquis de ce que j'imaginais être une structure pouvant porter ma fille, lui permettant de faire quelques pas. De là, Luc Masson embarque l'école d'ingénieurs HEI dans un projet de création d'exosquelettes, une version mobile et motorisée de cette structure fixe et qui serait utilisée à des fins de rééducation, non comme une utilisation permanente. Or, des exosquelettes, il en existe déjà. Ces technologies ne sont pas forcément utilisées dans ce contexte. Les exosquelettes actuels, c'est clairement pour du militaire ou du port de charge. Après, il existe des exosquelettes de rééducation, mais là, c'est à l'hôpital pour faire de la rééducation clinique. Et nous, on est finalement à la lisière entre un exosquelette autonome et un exosquelette qui pourrait servir en rééducation. Mais avant d'en arriver là, c'est le moment où Nao, un petit robot humanoïde, entre en jeu pour une séance d'éveil. C'était une chose à valider, que les enfants n'aient pas peur de la technologie, que le robot, il passe bien auprès des enfants, qu'on soit capable de l'utiliser pour faire des... Là, c'était de l'éveil, mais on voit bien qu'on va pouvoir l'utiliser pour d'autres choses. Dans un second temps, Nao va servir pour individuellement simuler des modèles de marche en fonction de chacun des enfants. Les pathologies étant uniques, le programme informatisé pourra répondre à toutes les spécificités. Restent encore les questions éthiques. Faire des recherches à partir d'une cohorte d'enfants, ou bien encore jusqu'où aller dans cette démarche. Un décliné a des éléments de réponse. Projet fou, oui, si on prend le tableau à un instant T, et c'est une expérience qui est très tentante parce que je pense qu'il faut s'ouvrir à toutes les possibilités et pas avoir un a priori trop ciblé sur la pathologie. Si toutes les étapes de cette recherche sont validées, l'exosquelette pourrait voir le jour d'ici environ 8 ans. Appliqué à un champ plus large, l'exosquelette pourrait tout à fait servir aussi à des personnes tétraplégiques pour retrouver de l'autonomie.
À Halluin, le site du Noir Pot. C'est ici qu'en 1998 a été révélé un scandale sanitaire national, la problématique des dioxines. Ce polluant particulièrement nocif est repéré dans le lait des vaches et la source de la pollution 30 années durant l'ancien incinérateur d'ordures ménagères. Si le nouvel équipement n'est plus en cause, reste la pollution des sols, un problème que les Halluinois ont pris à bras-le-corps. Depuis 2012 a été lancé un projet de recherche scientifique. À l'endroit le plus pollué de cette parcelle, une association a cultivé l'été dernier 13 variétés de légumes pour en évaluer la contamination. Sur les 13 variétés de légumes qui ont été analysées, hormis en fait quelques congénères, des 17 congénères de dioxines toxiques, et sur quelques légumes seulement, la plupart ne présentent aucune trace en fait mesurable de dioxines. Le projet comprend aussi un autre volet. La Terre d'Halluin a rejoint 2 laboratoires, à Calais et Dunkerque, pour étudier l'impact d'un champignon microscopique dans la dégradation de la dioxine. 2 hypothèses sont testées. À Calais, une équipe travaille sur l'association plantes-champignons. On a choisi de tester 3 espèces végétales qui sont la luzerne, le régras et le trèfle. C'est des plantes qu'on trouve dans tous les champs. Et pourquoi on a choisi ces plantes-là? Parce que tout simplement, elles ont été décrites auparavant dans la littérature pour avoir la capacité de dégrader d'autres polluants persistants organiques tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques ou autres. Donc on a voulu savoir est-ce qu'elles étaient capables de dégrader les dioxines cette fois-ci. Les recherches n'apportent pas encore une réponse. Elles indiquent néanmoins que dans des sols fortement contaminés, ce champignon aide les plantes dans leur croissance. Autre résultat, la présence du champignon contribue au développement de bactéries. Elles aussi pourraient aider dans la dégradation des dioxines. Prochaine étape à Halluin, cultiver d'autres variétés de légumes, voire de fruits, et communiquer ces résultats au grand public et à la communauté scientifique. Halluin voudrait ainsi devenir une référence dans la dépollution des sols contaminés par les dioxines.